Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, approuve les réformes du gouvernement béninois. Vous suivrez à ce propos la déclaration lue par le président de l'ANCB, Luc Setonji Atrokpo, dans ce journal. Président d'institutions, députés à l'Assemblée nationale et maires ont pris connaissance du contenu du deuxième programme d'action du gouvernement PAG2 et c'était au cours d'une séance de présentation qui s'est déroulée hier à Cotonou. Vous suivrez le compte rendu dans cette édition. Et puis, hors de nos frontières, en France, les enseignants se sont mobilisés dans les rues du pays pour dire non au protocole de la Covid-19 qu'ils qualifient d'absurde. Voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Je l'annonçais en titre, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, approuve les réformes du gouvernement béninois, notamment le nouveau code de l'administration territoriale et le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Les maires du Bénin l'ont fait savoir à travers une déclaration lue par le président de l'ANCB, Luc Setonji Atrokpo. Suivez. Il importe toutefois de rappeler que les réformes dont nous apprécions à l'unanimité la pertinence interviennent à l'issue d'un diagnostic qui a relevé des insuffisances majeures dans l'organisation et le fonctionnement des administrations locales dans notre pays. C'est pourquoi tous les acteurs étaient d'avis qu'il faille aller à des réformes structurelles courageuses pour permettre à nos communes d'amorcer véritablement le virage du développement. Il s'agit donc, à l'occasion de cette réforme, d'améliorer la qualité de la gouvernance de nos administrations communales et de les dépolitiser. Il s'agit de mesures inédites depuis le démarrage de la décentralisation dans notre pays, et tous les élus à qui nous avons rendu compte ont salué à sa juste valeur les efforts du président Patrice Talon pour le renforcement de la décentralisation dans notre pays. Chaque commune, en fonction de sa catégorie, sera dotée d'un personnel qualifié et le processus de recrutement dans les principales fonctions communales sera d'ailleurs lancé incessamment par l'ANCB avec l'appui du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. À cela, il faut ajouter les nombreux projets structurants prévus dans le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 et dont la mise en œuvre contribuera sans doute à la modernisation de nos communes. En effet, en dehors des réformes annoncées pour améliorer la gouvernance locale, il est prévu la création d'un fonds d'investissement communal en remplacement du FADEC et qui sera doté de ressources subséquentes permettant la réalisation d'infrastructures d'envergure dans l'ensemble des communes de notre pays, la promotion de l'intercommunalité pour une meilleure prise en charge des problématiques communes à nos territoires, la construction du centre de formation pour l'administration locale CEFAL, la construction de l'équipe et l'équipement des 12 cités administratives départementales, etc. L'ANCB est honorée d'avoir été intimement associée à chaque étape de ce processus. Et les maires, par ma voix, expriment leur sincère gratitude au président Patrice Talon pour sa vision et son engagement pour l'amélioration de la gouvernance locale et l'efficacité de l'administration locale. Nous saisissons cette occasion pour réitérer notre disponibilité et notre engagement à accompagner le gouvernement et son chef pour la bonne marche des nobles idéaux qu'il porte pour le développement local dans notre pays. Nous exprimons également notre reconnaissance aux institutions de la République, aux honorables députés à l'Assemblée nationale, aux différents acteurs ayant contribué à l'avènement du Code de l'administration territoriale ainsi qu'aux populations à la base pour leur soutien constant.
Les présidents d'institutions, députés à l'Assemblée nationale et maires du Bénin ont pris part à la présentation du programme d'action du gouvernement 2021-2026. La cérémonie s'est déroulée en présence de la vice-présidente Mariam Tchabi Talata au Palais des Congrès de Cotonou. Suivez le compte rendu de Hayat Kile-Foué. Le programme d'action du gouvernement du Bénin 2021-2026 est présenté au président des institutions de la République, des députés à l'Assemblée nationale et les maires des 77 communes du Bénin. À l'entame des travaux, le ministre d'État secrétaire général de la présidence donne les raisons de la rencontre. Le PAG2 est l'unique boussole de l'action gouvernementale. Tous les projets, programmes et réformes qui y sont contenus devront être mis en œuvre afin de réaliser l'objectif global qui est d'accélérer le développement économique et social du Bénin. Basé sur 3 orientations stratégiques, le PAG2, expliqué dans les moindres détails, compte 342 projets pour un coût total de 12 000 milliards de francs CFA. Il révèle également l'ambition du gouvernement d'atteindre un taux de croissance de 2 chiffres à l'horizon 2026 avec à la clé 1 300 000 emplois générés. Pascal Irené Koupaki a profité de l'occasion pour révéler les structures impliquées dans la mise en œuvre du mécanisme du PAG2. Le rôle de planification et de coordination des actions est dévolu au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. La fonction de mobilisation de l'ensemble des ressources est assumée par le ministère de l'Économie et des Finances. La supervision du dispositif de suivi des projets, programmes et réformes du quinquennat est assurée par le secrétariat général de la présidence. Le volet contrôle de la qualité impérative de la gouvernance est attribué au bureau d'analyse et d'investigation. À la fin de la présentation, les participants ont posé des questions de compréhension auxquelles les ministres présents ont répondu. Quelques autorités se sont exprimées suite à cette présentation du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Je vous invite à les suivre. C'est une impression de satisfaction. Et dans un premier temps, je crois qu'on nous a exposé ce qui a été fait avant le PAG2. Et dans le PAG2, on nous a présenté les projets qui n'ont pas été achevés et qui seront pris en compte. On nous a donné en tout cas le détail de ce qui a été fait, pourquoi on a dépassé par exemple les 9 000 milliards. Les nouveaux projets, on nous les a présentés et je crois que le détail tel que exposé, c'est que nous sommes dans une cohérence du PAG1 au PAG2. Et tout sera suivi puisque c'est un projet qui a été conçu et on est parti d'un point 1. Le reliquat de ce qui n'a pas été fait est versé sur ce qui va être fait. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que le gouvernement soit appuyé par nous, les députés, dans la réalisation de ces projets-là. Nous avons vu de la rigueur dans ce qui a été fait, nous avons vu de la méthode dans ce qui a été fait. C'était assez détaillé, c'était plus que convaincant. Et puisque tout ce programme doit se dérouler aussi des territoires, dont on a des communes, les maires devront s'armer. Les conseils devront réfléchir. Parce que tout doit être désormais complémentaire. On ne peut plus, dans son univers, de manière isolée, penser développement. L'accent a été mis sur l'intercommunalité. Je crois que ça, les pays qui ont évolué ont mis en œuvre l'intercommunalité. Ça, c'est connu de tout le monde. Vous ne pouvez plus aujourd'hui penser commune sans penser région. Et ça aussi, dans le PAG2, ça a été très, très bien dit. Nous avons des PDC qui ont vécu. Et nous avons aujourd'hui un PAG qui nous a été présenté.
il faut adopter le PDC au PAG. Il faut voir ce qui est prévu, il faut voir ce qui n'est pas prévu. Il faut que vos actions, bref, deviennent des actions tout à fait complémentaires. Pour que, comme l'a dit le ministre d'État, d'ici quelques temps, le taux à 2 chiffres dont nous avons puisse être une réalité, puisqu'il faut que les communes qui sont des demandeurs de l'État jouent pleinement leur partition. J'espère que les maires qui étaient là, qui ont suivi, travailleront à ce que cette partition. Vous le savez, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé dimanche 9 janvier à Accra de fermer les frontières de ses États membres avec le Mali et lui imposer des sanctions économiques et financières. Cette décision est une conséquence du non-respect par la junte de la tenue des élections après une transition de 18 mois. Quelle analyse peut-on faire alors de la situation qui prévaut actuellement au Mali? Les réponses dans ce reportage de Laurent Roland Tonneikes. Des sanctions dures adoptées par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, contre le Mali. Entre autres, la fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO. Des sanctions prononcées suite au calendrier électoral proposé par la junte au pouvoir. Ces sanctions sont-elles prises pour les intérêts du peuple malien, se demande le citoyen Félix Akpaka. Que ce soit vraiment les intérêts des Maliens qui soient visés, que l'on soit pressé pour que la junte quitte, oui, mais est-ce que c'est vraiment au fond les intérêts légitimes, les intérêts bien fondés des Maliens qui sont défendus ou bien on est en train de vouloir servir d'autres intérêts? C'est une question que moi je laisse ouverte. Une question ouverte donc qui amène à se demander la pertinence de ces sanctions. Ce qui suscite également de vives réactions, notamment d'une part l'insatisfaction des citoyens par rapport à la CEDEAO. Les gens semblent prendre parti pour le peuple malien. Parce qu'in fine, c'est le peuple malien qui pourrait être victime de la mise en œuvre des sanctions décidées par la CEDEAO. Quand bien même on observe que les dirigeants de la CEDEAO ont laissé certaines ouvertures, par exemple, l'embargo ne prendrait pas en compte un certain nombre d'éléments, les médicaments, l'importation de médicaments, de produits de première nécessité, etc. Mais si ces sanctions sont mises en œuvre, forcément l'économie du Mali va en souffrir. Et forcément, l'économie du Mali tire forcément le peuple du Mali. D'autre part, le sentiment anti-français qui monte de plus en plus en Afrique et qui s'exprime à travers cette décision de la CEDEAO. Ça laisse subodorer que les chefs d'État de la CEDEAO auraient été ou ont pu être entrepris par la France. Elle, qu'on sait que dans le dossier malien, n'est pas vraiment, n'a pas pu se montrer à son avantage. D'accord? Et c'est à croire que c'est la France qui demande à l'UEMOA et à la CEDEAO d'agir contre la junte militaire au pouvoir au Mali. Donc il y a ce constat également que l'on fait. Toutefois, il convient de se demander si Assimi Goïta et son premier ministre Choguel Maïga sont capables de tenir face à ces sanctions. André Dossa pense que les chefs d'État de la sous-région auraient pu procéder autrement. Il craint que cette décision fragilise davantage la CEDEAO. Il y a beaucoup de présidents en fait, de la CEDEAO à qui, pour une raison ou une autre, les citoyens ont des choses à reprocher. Et c'est justement ces présidents qu'on voit en train de prendre des décisions de ce genre. Les peuples aujourd'hui de plus en plus sont ouverts, sont informés, sont renseignés et suivent les choses. Et nous ne sommes plus dans l'Afrique des années de nos naissances ou d'avant nos naissances. Et je crois que les présidents devraient peut-être prendre cette réalité-là en compte dans la prise de certaines décisions, dans la définition de certains agendas et faire en sorte que les aspirations vraiment des citoyens de la communauté soient prises en compte. Le Mali ne subira pas seul les effets de cette décision. Tous les États qui partagent des frontières avec ce pays ne seront pas à l'abri des conséquences. Certains pays comme la Guinée-Conakry, la Russie et la Chine sont prêts à se mettre au service du Mali. Et dans ce cas, les pays comme le Sénégal, avec 1 million de camions par jour sur le corridor Dakar-Bamako et qui rapporte 253 milliards de francs CFA au Sénégal, subiront beaucoup plus les conséquences.
Hors du Bénin, en France, les enseignants se sont mobilisés dans les rues du pays pour dire non au protocole absurde de la Covid-19. Les inspecteurs et les chefs d'établissement se sont associés au mouvement. Suivez ici les précisions. À Paris, les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur sont de 8200 personnes. Il y en avait bien plus, à l'œil nu, dirons-nous. Et dans toute la France, 77 500. Mais l'affluence était considérable. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y avait non seulement les profs, autres personnels de l'éducation nationale, les AED par exemple, mais il y avait également les inspecteurs et les directeurs d'école, ainsi que les parents d'élèves qui se sont joints en cortège avec les enfants. Alors, il faut dire que jusqu'ici, tout le monde s'était plié aux consignes sanitaires, au protocole. Les professeurs n'avaient pas organisé de manifestation. Mais aujourd'hui, la coupe est pleine. De quoi se sont plaints les manifestants ? Eh bien, des protocoles qui changent sans arrêt, 3 en 10 jours par exemple, avec des consignes contradictoires et des annonces pour les consignes qui sont faites parfois la veille pour le lendemain et par voie de presse. Ils déplorent également le manque de moyens assez criant. Par exemple, pas de masque FFP2, pas de capteurs de CO2 à part dans les salles de cantine et puis pas de campagne de tests systématiques. Ce sont les parents qui doivent se charger de faire tester les enfants. Autre souci de taille, le problème des remplaçants. Eh bien, quand un prof est malade, il n'y a personne pour venir assurer les cours. Je vous propose d'écouter les manifestants aujourd'hui. Aujourd'hui, nous venons manifester parce que nous sommes cas contact tous les jours et nous sommes obligés de venir bosser. Et aussi, comme le dit mon slogan, parents en colère, appelez le ministère parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. On est tout le temps sollicités. Les enfants sont dans un stress incroyable, les parents encore pire. Enfin voilà, donc tout le monde est stressé par la gestion sanitaire, par le ministère de l'Éducation. En 2 ans, ça fait quand même 2 ans que ça existe la pandémie. En 2 ans, il n'a rien, au contraire même, il en a supprimé des postes. Donc voilà pourquoi la situation elle est absolument aujourd'hui totalement catastrophique. Pour les profs de collège et lycée, c'est exactement la même chose. Il n'y a plus de remplaçants. Sur le Val-de-Marne, nous on a dit qu'il en faudrait 500, rien que sur le Val-de-Marne. Le premier jour, le lundi de la rentrée, il y avait 500 classes, 500 enseignants non remplacés. Oui, alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous voyez cette démonstration de force, Stéphanie, ça a eu un effet, c'est de faire plier en quelque sorte le gouvernement, puisque Jean Castex lui-même, le Premier ministre, est venu à la rescousse. Il est venu ici même, au ministère de l'Éducation nationale, prendre en quelque sorte les choses en main. En tout cas, c'est le message que ça envoie. Et il a reçu les syndicats des représentants, de l'Éducation nationale. Donc, ils sont entrés en réunion vers 18h30. Évidemment, les syndicats attendaient cela avec impatience. Ils veulent faire entendre leurs revendications. Ils voulaient des négociations pour des avancées sur les protocoles, des réponses pour les remplaçants. Et donc, à l'issue de cette réunion, c'est Jean-Michel Blanquer lui-même qui s'exprimera pour dire si des décisions ont été prises. Pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, le maire de Nice propose de supprimer l'assurance chômage pour les non-vaccinés. Suivez. Dans sa lutte contre le Covid-19, le Québec s'apprête à passer un nouveau cap. La province canadienne, fortement touchée par la vague Omicron, souhaite mettre en place dans les prochaines semaines une taxe pour toutes les personnes non vaccinées. The vaccine is the key to fight the virus. Le vaccin est la clé pour combattre le virus. C'est pourquoi nous souhaitons une contribution santé pour les adultes qui refusent de se faire vacciner pour des raisons non médicales. Ceux qui refuseront de recevoir leur première dose dans les semaines à venir devront faire l'objet d'une nouvelle contribution santé. Je sais que cette situation est difficile, mais nous pouvons la traverser ensemble. Pour l'heure, aucun montant n'a été fixé, mais il sera significatif, a tenu à rappeler le Premier ministre québécois, qui a qualifié de fardeau pour le système de santé les non-vaccinés, qui représentent aujourd'hui 10% des habitants de la province, mais surtout 50% des personnes en soins intensifs. Un choix dicté par la situation difficile que vivent les hôpitaux. En manque de personnel, les services de santé sont saturés.
Ce mercredi, on dénombrait 2742 personnes hospitalisées à cause du Covid et 255 en soins intensifs. Le Québec est l'un des premiers endroits au monde à envisager ce genre de taxation. Si les personnes ne pouvant être vaccinées pour des raisons médicales ne seront pas impactées, la mesure passe mal du côté de l'opposition qui estime que cette taxe n'est qu'un outil de plus pour diviser les Québécois. Il y a quelques jours, le Québec avait annoncé que certains commerces non essentiels allaient être interdits aux non-vaccinés. En créant cette taxe, il vient de passer à la vitesse supérieure dans sa lutte contre le virus. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bon week-end à toutes et à tous.